Donc bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de GoMyTech. Merci d'être avec nous, Khaled Tahlibi. C'est un plaisir. Alors Khaled, on va parler avec toi pendant plusieurs minutes de ton parcours, de ta personne, ce que tu es, ce que tu fais. Et la première question que je souhaiterais te poser, comment est-ce que toi, tu te présenterais aujourd'hui aux gens? Qui es-tu, Khaled Tahlibi? Tu fais un tas de choses parce que tu es un petit peu touche à tout. Oui, c'est une bonne question. Donc, mon activité principale aujourd'hui, c'est d'investir dans des entrepreneurs, dans des startups qui essaient de réimaginer une version du monde qui, à mon sens, peut-être un peu plus juste, qui permet aux gens d'avoir un peu plus de dignité. Donc, c'est une vision assez vaste, mais ça se traduit dans des concepts assez concrets qui tendent à toucher l'éducation, la finance, la mobilité, la nourriture. Ça va pas, on ne réinvente pas la roue, mais il y a encore plein de domaines où il y a un gap qui est quand même assez important et assez difficile à justifier entre ceux qui se portent bien et ceux qui ne se portent pas bien. Le gros de mon activité, c'est justement de trouver des entrepreneurs qui ont une vision qui est différenciée, mais qui ont aussi les épaules et le background pour aller réaliser cette vision. Et ensuite de faire ce que je peux pour essayer de les accompagner dans ces projets. D'accord. Et comment est-ce qu'on se retrouve à être investisseur? C'est-à-dire qu'on ne l'est pas investisseur, on le découvre au fil des années. Oui. Il y a plein de chemins différents. Moi, je me suis retrouvé dans ce parcours de manière un peu, on va dire, opportuniste. Enfin, j'étais ingénieur de formation, mais j'ai commencé ma carrière en finance. J'ai fait quelques années en banque d'investissement où justement mon rôle c'était de conseiller des entrepreneurs dans leur démarche de lever des fonds, d'acquérir des entreprises ou parfois de vendre leurs entreprises. Et c'est par ce biais que j'ai été amené à rencontrer des fonds d'investissement, à comprendre justement les démarches de valorisation d'entreprise, mais principalement à voir le travail des entrepreneurs, des équipes de gestion, qui justement géraient des entreprises parfois à taille assez importante. Et c'est ça qui m'a fait apprécier, ou en fait qui m'a donné l'intérêt justement de m'impliquer de manière un peu plus prononcée justement dans l'accompagnement des entrepreneurs pour justement monter leur entreprise. C'est après que j'ai rejoint un fonds d'investissement, mais qui s'impliquait de manière un peu plus tard. Donc leur ticket minimum c'était 60 millions de dollars, donc on était déjà à un niveau assez avancé. Mais en fait, dès que j'ai rejoint le fonds, vu que je couvrais le secteur technologique à Londres, j'étais amené à rencontrer des entrepreneurs qui justement étaient beaucoup plus tôt dans leur aventure. Et c'est là où j'ai commencé à investir avec le peu d'argent que j'avais sauvé de mes années en banque ou que je sauvais de mes années dans le fonds d'investissement pour accompagner ces entrepreneurs. Mais il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de ligne tracée qui mène à l'investissement. Il y en a qui viennent de l'entrepreneuriat, qui vendent leur entreprise et qui finalement après décident d'accompagner des entrepreneurs. Il y en a qui travaillent dans des startups qui ont bien réussi. Par exemple, il y a plein de gens qui travaillent à Facebook en tant que product manager ou développeur, qui ont réussi à faire pas mal d'argent et qui de fait ont commencé à investir. Il y a plein de parcours différents qui peuvent amener à l'investissement. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir quand on veut devenir investisseur? Est-ce qu'il y a une espèce de guideline à suivre en quelque sorte? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en tout cas dans l'investissement early stage, on va dire dans l'investissement dans des startups, c'est qu'on peut avoir énormément de succès de manière très différente. C'est ça, ça fait maintenant plus de 13 ans, plus de 14 ans que je le fais. Et j'ai rencontré des investisseurs avec des méthodes, des approches, des philosophies complètement différentes qui avaient énormément de succès de part et d'autre en fait. Il y a, si je résume de manière un peu grossière et vulgaire, les différents profils et les différentes approches, il y a des investisseurs que l'on dit qui sont un peu visionnaires, donc qui arrivent véritablement à prévoir la manière dont les choses vont se passer. Peter Thiel, qui est notoire pour avoir investi dans Facebook, qui était l'un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk, a cette capacité à être contrarian, à prédire des choses qui vont se passer que les autres n'arrivent pas à voir, ce qui lui permet parfois justement d'investir dans des choses qui semblent être loin d'être évidentes, mais qui a véritablement des thèses selon lesquelles le monde va se développer dans les années à venir et va prendre justement des positions assez importantes dans les groupes qu'il voit qui vont se développer comme ça. Sean Parker, qui était le fondateur de Naspers, c'était aussi comme ça, parce qu'il avait prédit ce qui allait se passer avec Facebook, avec Spotify. Et en contrepartie, tu vas avoir des investisseurs comme Brian Singerman de Founders Fund, qui n'a aucune thèse, qui n'a aucun sens ni aucune prétention de comment les choses vont se développer, mais qui va avoir la capacité, lorsqu'il rencontre un fondateur, en l'espace de quelques minutes, de se dire « cette personne-là va avoir du succès ». Et donc, entre ces prismes qui sont vraiment, on va dire, assez opposés en fait, d'une certaine manière, tu
tu vas avoir un juste milieu où les gens vont pas mal se retrouver. Donc je pense que c'est à chacun de trouver son style, tout en considérant qu'encore une fois, en investissant en early stage et assez tôt, le risque est très important. La plupart des investissements ne marchent pas, même pour les meilleurs des investisseurs et les meilleurs des fonds. Mais il faut faire en sorte que ceux qui marchent puissent devenir assez gros et avoir assez de succès pour justement compenser tous les autres. Justement, tu parlais de deux extrêmes, d'une espèce de ligne entre les deux. Où tu te situes, toi, dans cette ligne-là? Si tu veux une question, je pense que je serais un peu plus du côté de Singerman. Enfin, moi, je pense que je suis plutôt... j'aurais plutôt tendance à rencontrer des gens et à arriver à déterminer assez tôt, du moins le potentiel et le calibre des gens, et essayer de les accompagner en fonction. Ça ne veut pas dire non plus que je ne vais pas m'associer ou me mettre une affinité avec Singerman de manière complète. La vision compte aussi pour moi. Je me demande aussi dans quelle mesure le timing, ou le positionnement et la perspective macroéconomique rentre justement dans le jeu de ce parcours, mais je vais mettre beaucoup plus de poids sur le fondateur, beaucoup plus de poids sur les capacités du fondateur et la vision et la résolution du fondateur, plutôt que la grande marge de l'histoire qui va dans ce sens et qui va accompagner justement ce trajet-là. Ça ne m'inquiète pas d'aller à l'encontre de la marge de l'histoire dans la mesure où l'entrepreneur a les capacités et la conviction qui sont nécessaires. Et il y a beaucoup de feeling qui entre en jeu, non? Énormément. Du feeling et du pattern recognition aussi. On va dire que quand tu investis depuis un certain moment, il y a certaines marques ou certaines manières de raisonner, certaines caractéristiques psychologiques qui rentrent en jeu. Donc ça a été ma chance en fait, en quelque sorte, c'est que lorsque j'ai commencé à investir, j'ai rencontré des entrepreneurs exceptionnels très tôt, de par mon métier à TIE en fait. J'avais rencontré le fondateur de Spotify, le fondateur de Uber, et très vite, il a été évident pour moi qu'il y avait quelque chose de différent. La conviction, la résolution, la manière dont ils étaient prêts à tout sacrifier pour aller justement accomplir leur vision, il y a des choses qui ressortaient en fait. Après, il faut avoir un certain niveau d'empathie, un certain niveau d'intérêt vis-à-vis des gens. Donc, pas simplement rencontrer des gens et avoir aussi une idée en tête de ce que l'on cherche avec des box à cocher, mais il y a clairement il y a une part de pattern recognition qui rentre en jeu, mais il y a aussi une grande part d'incertitude et une part de feeling, c'est sûr. Justement, comment est-ce qu'on fait face quand on investit dans un projet et que finalement ça tombe à l'eau ou qu'il ne réussit pas? Comment est-ce qu'on le vit personnellement? Ça t'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois, oui. Non, surtout les premiers. Mais ça dépend, c'est toujours une déception. C'est toujours dur, mais c'est encore plus dur pour l'entrepreneur. En fait, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas toujours le cas pour les investisseurs. Mais quand on est investisseur, on a plusieurs investissements. Généralement, il faut espérer quand même, on a pris en compte le niveau de risque que l'on prenait. Ça ne va pas être la banqueroute pour nous, tandis que pour l'entrepreneur, ce n'était pas juste de l'argent qu'il ou elle a mis en jeu, mais c'était tout son temps, toute sa motivation, toute sa focalisation pendant un certain nombre d'années, en ayant recruté des gens, en ayant convaincu des gens de quitter leur boulot qui était peut-être un peu plus safe, de les rejoindre et d'avoir l'impression de décevoir plein de monde. Donc l'approche que j'essaie de prendre, c'est déjà une approche d'accompagnement, de soutien et de support, parce que autant que je puisse être déçu, j'ai aussi la réalisation que c'est beaucoup plus dur pour l'entrepreneur et pour l'équipe. Après, ça va aussi dépendre intrinsèquement de comment la failure a eu lieu. Enfin, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de plusieurs cas de fraude ou de mensonges, mais l'un des premiers investissements que j'ai fait, ça a été un cas où il y a eu des gros problèmes psychologiques au niveau de l'entrepreneur qui ont mené justement à ne pas tenir ses engagements. Là, ça a été plus dur, mais ça arrive. Est-ce qu'il y a un certain profil type de l'échec à travers tes expériences que tu as rencontrées au niveau des porteurs de projets? Il y en a un. Et en fait, la raison principale pour laquelle une entreprise échoue, c'est que l'entrepreneur baisse les bras. Mais en fait, les gens disent ça, mais en fait, les gens ne s'en rendent même pas compte forcément. C'est que souvent, et la plupart du temps, les entrepreneurs arrivent à rationaliser le fait qu'ils baissent les bras. Donc, ils ne vont pas dire « j'ai arrêté parce que c'était trop dur » ou parce que je n'y croyais plus, mais ça va être parce que non, les compétiteurs avaient des avantages trop importants, ou l'écosystème n'était pas là, ou je viens de Tunisie donc c'est impossible. La réalité, c'est qu'à un moment, les entrepreneurs ont décidé que cela ne valait pas le coup de continuer et qu'ils avaient d'autres opportunités ou d'autres choses à faire qui étaient plus intéressantes ou plus justifiables vis-à-vis de passer leur temps par la suite. Mais c'est la raison principale. Parce que la réalité, c'est que tant que l'entrepreneur est convaincu
est décidé à avancer, on peut continuer avec très peu de choses. Enfin, j'ai eu des situations où les entrepreneurs ont continué avec plus d'argent du tout en fait, en ayant renvoyé l'ensemble des employés, mais en trouvant à droite et à gauche des moyens de continuer. La réalité, c'est qu'on peut continuer pendant encore un bon moment. Après, il faut trouver le juste milieu de savoir quand il vaut mieux arrêter. Et ça ne vaut pas forcément le coup de continuer pendant 10 ans à se leurrer pour quelque chose où véritablement ça n'a pas lieu d'être. Mais j'ai vu des cas vraiment où les gens ont continué alors que tout le monde leur disait qu'il fallait arrêter, que ça ne fait aucun sens et qu'ils ont eu de belles réussites par la suite. Donc la première raison, c'est de baisser les bras. Ouais. Tu as investi dans pas mal de marchés, notamment ici en Tunisie. Quand on discute un petit peu à droite à gauche, peut-être pas avec les start-upers, parce que les start-upers ont peut-être de nouvelles idées un petit peu plus fraîches, mais d'une façon générale, on dit que le marché tunisien est assez exigu, qu'il est petit, qu'il n'est peut-être pas très intéressant d'investir dans ce marché-là. Qu'est-ce que toi t'a poussé à investir dans des projets ici en Tunisie? Alors ma démarche en fait elle était assez opportuniste en fait. Je venais de vendre BigPoint, donc c'était le groupe de jeux en ligne que je gérais depuis 5 ans et pour moi c'était l'une des choses que j'avais en tête. Donc lorsque je gérais BigPoint, j'avais malheureusement pas le temps ni la vocation justement de pouvoir faire grand chose à côté parce que c'était vraiment un boulot à temps plein et c'était aussi un turnaround, donc c'était pas. Je devais vraiment, et c'est le conseil que je donne à mes fondateurs, c'est qu'il faut vraiment être focalisé. Lorsque tu as un groupe, tu n'as pas vraiment la chance ni l'opportunité de faire grand chose à côté. Mais le moment où j'avais vendu, là, je pouvais peut-être prendre un peu plus de temps pour faire autre chose à côté. Je voulais rentrer en Tunisie, voir ce que je pouvais faire en fait. Depuis la Révolution, c'était toujours une intention et un objectif de mon côté de voir comment je pouvais contribuer de quelque manière que ce soit. Et à mon humble mesure, j'avais aucune leçon à donner à personne ou quoi que ce soit. Mais de voir comment je pouvais aider. J'avais rencontré pas mal de monde à l'étranger, j'avais réussi à avoir un peu de succès en tant que dirigeant d'entreprise et en tant qu'investisseur. Je me suis dit c'est peut-être un réseau et des expériences à partager qui pouvaient potentiellement être bénéfiques pour des investisseurs ou des entrepreneurs ici. Donc je suis revenu, je me rappelle, on a vendu BigPoint en juin, fin juin, début juillet, je suis revenu pour participer à un événement à Tunis. C'était une conférence qui était organisée par Wise. Justement sur l'éducation et sur l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'était une excuse ou une occasion, en fait, pour avoir l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et des investisseurs ici. Et je n'avais aucune attente ni aucune aspiration, j'étais vraiment pragmatique, voyons ce qu'on peut faire. Et en l'espace d'une semaine, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Enfin, en une semaine, j'ai rencontré Amira Yahyaoui de Moss, Yahya Bouhlel de GoMyCode, Mohamed Essirine de NextProtein. Donc je venais avec des attentes qui n'étaient pas forcément là, et en une semaine, j'ai vu le potentiel extraordinaire en fait. Il y avait forcément du travail à faire, il y avait forcément des choses à développer, mais le potentiel brut n'avait rien à envier à tous les autres marchés dans lesquels j'avais investi en fait. Bien évidemment, il y avait pas mal de choses à discuter, c'était quelque chose qui allait prendre du temps, mais je ne m'attendais pas non plus à arriver, facilement avoir un retour en 2-3 jours. Mais les complexes a priori théoriques ou assumés qui étaient ici, je ne les ai pas ressentis du tout de mon côté. Après, il faut être réaliste aussi. Ce n'est pas que le cas de la Tunisie. Lorsqu'on investit early stage, on voit plein de projets, on voit plein de choses. La plupart n'ayant pas vocation forcément à avoir du succès par la suite, ni potentiellement à être investi dans la logique de venture capital. C'est pas la logique où 90% des choses vont réussir. Non. Il faut juste faire en sorte que celles qui réussissent marchent vraiment de manière à avoir un succès extraordinaire. Donc moi, mon premier objectif, c'était de trouver justement ceux qui avaient le potentiel de breakout, de vraiment devenir des succès à l'échelle internationale, et de faire en sorte de pouvoir contribuer de telle sorte à ce que leur succès ait la dimension la plus importante possible. C'était la logique que j'ai menée. Si tu me demandes où est-ce que j'en suis aujourd'hui après 5-6 ans, ça a dépassé toutes mes attentes. Enfin, cette année, on a 3 entrepreneurs tunisiens qui ont levé plus de 10 millions de dollars. Déjà, on est qu'en août. C'était quand la dernière fois que ça a eu lieu? Il faut arriver à prendre un peu de distance et un peu de perspective. Mais à mon sens, il n'y a aucun complexe à avoir. Il faut juste donner tout ce qu'on a. Alors, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours à toi. Tu es né ici à Tunis. Dis-moi si je me trompe pas. Tu es tuniso-russe, c'est ça? Et tu as grandi à Paris. Exactement. Donc, tu es en quelque sorte un citoyen du monde, si on peut appeler ça comme ça. Oui, plus ou moins, mais bon. Enfin, oui, j'imagine, mais je suis vraiment tunisien. Je suis plus tunisien qu'autre chose. Et tu t'es découvert une passion, on va arriver à BigPoint justement, c'est les jeux vidéo. Donc, tu as eu un sacré parcours dans les jeux vidéo. Tu as joué aussi dans l'équipe professionnelle, il me semble. Ouais, de Counter-Strike, oui. Quand j'étais au lycée, en fait,
J'ai joué aux jeux vidéo de très tôt, en fait. J'ai commencé à 4 ans, à 5 ans, aux grandes dames de mes parents, parce qu'ils ont découvert très vite que j'avais une personnalité assez addictive. Donc quand je commençais à jouer, c'était pas juste jouer 1 heure ou 2, mais parfois passer 5-6 heures de suite et toujours chercher à rentrer dans la compétition et être au maximum des capacités, en fait. Et en fait, j'ai découvert Counter-Strike lorsque j'étais en seconde, je pense, en seconde, en troisième ou en seconde. Et je suis rentré dans la logique de la compétition assez vite. En fait, je me suis fait des amis en ligne, on commençait à jouer en ligne et on s'en débrouillait pas trop mal. Et au fur et à mesure, tu passais d'une équipe à une autre. Il se trouvait que j'ai fini par rejoindre l'une des meilleures équipes françaises, qui avait trouvé un sponsor. Et c'est vraiment devenu une passion. En fait, je me suis vraiment donné corps et âme dedans, voire beaucoup plus que dans mes études, ce qui bien évidemment a bien inquiété mes parents, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. La logique de travailler, de s'entraîner, de construire des stratégies ensemble, et d'avoir une logique de groupe avec 5-6 personnes qui sont devenues des amis très proches, et les compétitions pour lesquelles on se préparait des semaines à l'avance. C'était aussi un challenge que finalement je n'arrivais pas vraiment à trouver dans les études, du moins lors des études que j'avais au lycée, où parfois je m'ennuyais un peu, j'avais l'impression. Là, le challenge était beaucoup plus important. La démarche et la feedback loop était aussi beaucoup plus courte. Enfin, tu t'entraînes, tu as la compétition, tu gagnes ou tu perds. Tu perds, tu retournes t'entraîner, en fait. Et oui, donc c'est une passion qui restait un peu. Donc je joue beaucoup moins aujourd'hui, voire pas trop, mais c'est toujours un secteur que je suis de près. Et justement, quel type d'élève ou d'étudiant tu étais? Ça dépend avant ou après avoir trouvé Counter-Strike. Écoute, j'étais un élève plutôt assidu, que je me retrouvais plutôt, de manière générale, plutôt dans les 5-6 premiers de la classe, mais je ne me tuais pas forcément à la tâche. Je pense que j'ai vraiment commencé à travailler lorsque je suis entré en classe préparatoire. C'est là où finalement j'ai rencontré des difficultés pour la première fois. Et ça t'a motivé, ces difficultés-là? Oui, ça m'a motivé, parce que c'était aussi une question de survie. J'ai arrêté du jour au lendemain les jeux vidéo, en fait. Je me rappelle, on avait la LAN Arena, c'était en 2017. Je crois que c'était fin 98, 99, 2000, 2001, quelque chose comme ça. On avait la LAN Arena, j'ai passé mon bac, j'ai eu ric-rac. Forcément, je me suis beaucoup plus préparé pour la LAN Arena que pour le bac. Mais j'ai rejoint une classe préparatoire parce que mon dossier était plutôt bon sur le suivi continu. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté. J'ai quitté l'équipe parce que j'ai compris qu'en prépa, c'était pas possible. C'était pas évident parce que mon équipe s'est qualifiée pour les World Cyber Games en Corée et représentait la France pour les Jeux Olympiques des jeux vidéo en Corée du Sud. Tu commences en classe prépa et tu vois tous tes amis qui sont en Corée et des stars là-bas, c'était pas évident du tout. Mais j'ai arrêté du jour au lendemain et je me suis focalisé à 100% sur les études à ce moment-là. Et oui, c'était motivant. C'était un peu frustrant vis-à-vis de ce qui se passait à côté. Mais oui, d'avoir le challenge, de devoir se pousser plus que d'habitude, de devoir vraiment travailler, d'avoir des choses à faire. J'avais toujours la réserve où c'était pas forcément des sujets qui me passionnaient en tant que tel. Et moi, je suis quelqu'un qui... J'ai du mal à faire semblant, en fait. Si c'est un domaine qui me passionne, le danger, c'est que je peux me perdre dedans, mais à 1000%, ce qui était le cas à Counter-Strike, où je passais des heures jusqu'à 4 heures du matin à m'entraîner. Si je ne me passionne pas, il y a un peu de procrastination et il faut vraiment que je me pousse pour y aller. J'y arrive, mais justement la prépa m'a permis un peu à faire ça, en fait. Non pas que ça ne m'intéressait pas du tout, mais ce n'était pas forcément les domaines de passion que j'avais. Mais ça a été l'une des opportunités justement d'acquérir cette compétence de travail, cette capacité de travail que je n'avais pas forcément avant, et ce qui m'a servi par la suite. Et cette passion justement pour les jeux vidéo, ça s'est répercuté ensuite quand tu t'es retrouvé à Big Point? Plus ou moins en fait, c'est un peu... Ça vient de là, ça vient de cette passion-là, Big Point? Un peu, mais pas que, on va dire. Donc en fait, après avoir fait la classe prépa, et après avoir fait l'école d'ingénieur en France, j'ai rejoint une banque d'investissement qui s'appelle UBS à Londres. Et pour moi, la banque d'investissement était intéressante d'une manière intellectuelle, mais c'est surtout pour couvrir le secteur technologique. Parce que les jeux vidéo m'intéressaient, mais la technologie et la science de manière générale m'intéressaient en fait. Et les applications de la technologie dans le monde humain m'intéressaient déjà à l'époque. Et donc, pardon, tu as eu des expériences là-dedans avant d'y aller ou pas? Tu savais comment se fabriquer un jeu vidéo quand tu y jouais ou tu as découvert ça par la suite sur le terrain? Non, avant de rejoindre Big Point, non, j'avais aucune expérience. Mes expériences étaient exclusivement en tant que consommateur. En fait. Donc, bien évidemment, consommateur qui était passionné, qui lisait énormément d'articles, se renseignait, je connaissais toutes les entreprises de jeux vidéo. Donc c'est pour ça, en fait, quand j'ai rejoint UBS, je couvrais le secteur technologique. Dès qu'il y avait un sujet sur le jeu vidéo, ils allaient directement vers moi. Donc on avait travaillé sur 3-4 deals sur les jeux vidéo. Dès que j'entendais parler de Codemasters, de Square Enix, etc., je sautais dessus. Et donc forcément, ils m'invitaient dans les meetings.
Et c'est là où j'ai noué justement des relations avec certains de ses fondateurs, parce que j'arrivais en meeting, j'étais plus junior, mais les dirigeants, genre Rod Cousins, le dirigeant de Codemasters, on avait un meeting avec lui, banquier d'UBS, mais c'est moi qui posais toutes les questions sur les jeux, et il me dit mais il sort d'où lui? Et en fait, on a noué de bonnes relations comme ça. C'est vrai que de fait, il y avait une affinité naturelle qui a fait que finalement j'ai commencé à passer du temps sur le secteur. Mais lorsque j'ai rejoint TIE après, je couvrais encore une fois tous les secteurs technologiques en Europe. Et il se trouve qu'on a investi dans BigPoint et que j'ai travaillé dessus, mais ce n'était pas que par mon affinité pour les jeux vidéo, mais c'était mon secteur de couverture en quelque sorte. Mais encore une fois, vu mon affinité et vu ma compréhension des jeux, lorsqu'on a investi, j'ai commencé à nouer de bonnes relations avec le fondateur et j'avais rejoint le comité de supervision du groupe en tant qu'observateur. Et vu le temps que je passais avec le fondateur, il a fini par me demander si j'étais intéressé pour le rejoindre. Et en fait, le fait que je comprenne les jeux et que j'avais le background financier et aussi un peu ingénieur derrière, a fait que ma transition d'investisseur en private equity à responsable de la partie produit du groupe était envisageable. Je ne vais pas dire qu'elle était facile, parce que ça se fait pratiquement jamais. Je veux dire, passer d'investisseur à gérer un groupe de 450 développeurs qui gèrent des jeux vidéo, c'était un challenge, non? Je dormais 3 heures par nuit. Enfin, pour les 6 premiers mois où j'ai rejoint BigPoint, je dormais à l'hôtel qui était juste à côté du bureau, parce que je n'avais pas le temps d'aller aux visites pour voir les appartements. Je passais ma vie au bureau. Enfin, il y avait un tel niveau de complexité, un tel niveau de choses à apprendre entre le développement, la partie artistique, la partie design, la gestion des jeux live avec tous les chiffres et tout le support de nos utilisateurs, mais aussi la gestion du pipeline qui était en arrière avec des moteurs différents, des types de jeux différents, des visions différentes, des designs différents. Oui, non, c'était une montagne. C'était une montagne qui me semblait gravir tous les jours et de retourner. Et plus je la gravissais, plus je réalisais que le pic était encore plus haut en fait. Mais c'était passionnant. Et là pour le coup, tu vois, je pense que ça aurait été un autre domaine, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Le fait que ce soit des jeux vidéo, il y avait une partie où en fait ma capacité de compréhension et d'apprentissage était bien au-delà de ce qu'elle aurait pu être si j'avais travaillé sur l'infrastructure par exemple. Ce qui m'a un peu sauvé la vie. Et qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Parce qu'en tant que manager, c'est quand même, tu dois être confronté à un tas de problèmes au quotidien, il y a des ressources humaines aussi à gérer, donc ce n'est pas évident. Qu'est-ce que tu en as retiré comme acquis en quelque sorte, qui t'auront servi plus tard? Ah, mais j'ai tout appris là-bas. Enfin, pour être honnête, ça a été vraiment... c'est là où tu comprends vraiment ce que ça veut dire de construire quelque chose. En fait, ce que j'en ai retiré premièrement, c'est de l'humilité. En fait, je n'étais plus du tout le même en tant qu'investisseur avant et après BigPoint. Parce que j'ai rejoint BigPoint, ça faisait 3 ans que je faisais de l'investissement, j'avais fait du private equity, mais aussi de l'angel. Et en fait, au fur et à mesure, tu commences à développer une impression de compréhension de ce qui est requis pour gérer un groupe et pour monter un groupe. Après 3-4 semaines en tant que responsable produit de BigPoint, toutes ces illusions ont été complètement détruites. Parce qu'en fait, tu réalises que toutes tes intuitions, toutes tes façons de réfléchir, quand elles se heurtent à la réalité du terrain et à la composante humaine et surtout interpersonnelle de gestion des équipes, elles n'arrivent pas à tenir le test. Donc, premièrement, ça a été de désapprendre ce que j'avais appris en finance. Donc, ça n'a pas été du premier jour, j'apprends, je désapprends toutes les logiques de management que j'avais vues en fonds et en banque, j'ai dû les mettre de côté parce qu'elles ne marchaient pas du tout. Si tu parles à un artiste de la même manière qu'on te parlait en tant qu'investisseur ou en tant que banquier, l'artiste va démissionner dans 2 heures. Enfin, ça ne va pas du tout marcher comme ça. Donc ça a été vraiment un gros exercice d'humilité, honnêtement. Surtout que ça n'a pas marché du tout au début, il y a eu beaucoup de problèmes, le groupe était confronté à des enjeux vraiment importants, mais à des logiques de compétition, à des logiques de changement technologique qui étaient extrêmement difficiles à prendre en charge, mais vraiment une grosse dose d'humilité. Ensuite, apprendre à tout faire, apprendre à donner des feedbacks, apprendre à recruter, apprendre à envoyer, apprendre à mobiliser des équipes sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément confiants, apprendre à motiver les gens, pousser les équipes autant que peu, tout en ayant en charge, en tête, qu'il ne faut pas les brûler, et construire une vision dans laquelle on peut tous se mettre derrière. J'ai tout appris là-bas. Tu parlais à l'instant d'humilité. Est-ce qu'il faut aussi avoir une part d'ego quand on est investisseur? Oui, bien sûr. Pas que en tant qu'investisseur, je pense que l'ego est important pour tous. Si tu n'as pas d'ego, tu tiens. Enfin, sur quoi tu tiens? Mais l'ego, je pense que l'important c'est de savoir sur quoi l'ego se tient. Donc en fait, ça a été vraiment la logique, et j'en parlais avec
Houssem Aoudi ici, avec qui on passe pas mal de temps. On parle beaucoup de ces logiques justement, non seulement d'investissement, mais aussi de création de groupe. Parfois, le problème, c'est quand l'ego est situé de manière intrinsèque sur sa propre personne. Tandis que moi, lorsque j'ai rejoint Bitcoin, très vite, l'ego s'est situé sur mes équipes. Et ensuite, sur ce sur quoi on se battait. Et je pense que c'est assez dangereux quand l'ego est situé sur soi-même. Parce qu'après, c'est très difficile de prendre de la distance, c'est très difficile d'avoir la perspective, c'est encore plus difficile de se remettre en question. Je pense qu'il ne faut pas avoir énormément de doutes de soi en plus. Si on doute de ses pouvoirs, on donne le pouvoir à ses doutes. Donc, il ne faut pas non plus avoir trop d'humilité, c'est pas forcément ça non plus. Mais je pense qu'on acquiert d'autant plus de puissance, de pouvoir ou de potentialité lorsqu'on arrive à placer son ego sur la mission que l'on se donne. Et les meilleurs entrepreneurs que j'ai rencontrés arrivaient à faire cet exercice-là. Non pas qu'il manquait d'ego personnel aussi, enfin, forcément plus tu réussis, plus tu as de succès, plus ça te monte, mais je pense que c'est important, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à quel sens on va donner à sa vie dans une certaine manière. Et en fait, Bitcoin, il y a eu un avant et un après le jour où on a vraiment réussi à trouver cette vision derrière laquelle on pouvait se mettre. Le jour où on a réussi à articuler cette vision de manière claire, précise et concrète, le niveau de motivation, le niveau de résilience a atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Et c'est pour ça que plus personne ne démissionnait, malgré les écueils, malgré les échecs, et on continuait parce qu'on croyait dans ce en quoi on travaillait. On va parler de l'après-Bitcoin, justement. Comment ça s'est passé? Pourquoi d'abord est-ce que tu as laissé tomber Bitcoin, entre guillemets, laissé tomber, si je peux appeler ça comme ça? C'est pas le cas, mais je t'expliquerai pourquoi. Ben justement, explique-moi. En fait, on avait... c'est une longue histoire. Mais en fait, lorsque j'ai rejoint Bitpoint en tant que responsable produit, il faut comprendre que le groupe avait été racheté par deux gros fonds d'investissement. TIA Associates et Summit Partners, qui sont des fonds américains, qui gèrent des dizaines de milliards de dollars. Et pour acquérir ce groupe, ils avaient fait ce qu'on appelle un leverage buyout. Donc ils avaient mis de la dette sur l'entreprise pour pouvoir atteindre la valorisation que les actionnaires existants avaient en tête. Donc lorsqu'on a rejoint Bitpoint, le groupe avait 80 millions de dollars de dette dans son bilan. Donc la dette sur laquelle on devait payer des intérêts. Il n'y avait pas de souci de ce point de vue-là, vu que le groupe était en croissance stratosphérique, enfin, il doublait de taille tous les années, extrêmement profitable et générait énormément de cash. En l'espace de quelques mois, cette croissance a disparu, la profitabilité a disparu, on ne faisait plus cash du tout, on en perdait. Et donc, la dette, elle est intéressante, parce que la dette subordonnée, de telle sorte que lorsque tu ne peux plus payer les intérêts, il y a ce qu'on appelle le phénomène de pic, qui fait qu'en fait, les intérêts que tu devais payer se rajoutent à la dette que tu as. Donc en fait, en l'espace de quelques mois, la dette est passée de 80 millions de dollars à 100 millions de dollars. Et bien évidemment, les intérêts sont calculés sur le montant total, pas sur le montant préexistant. Et donc, même après lorsque j'ai repris le groupe en tant que PDG, on a réussi à revenir à la profitabilité et stabiliser le groupe, il se trouvait que si tu prenais en compte ce que l'on dépensait pour développer nos produits et en marketing combiné, tu doublais ça, on devait payer ça en intérêt tous les trimestres. Donc, et en fait, c'était ça où j'étais confronté. On avait l'aspiration et l'ambition de notre vision, mais il y avait la réalité des moyens que l'on pouvait employer. Et donc, de fait, avec les investisseurs que l'on avait, eux, ils étaient vraiment dans la démarche, fait en sorte que l'on ne perde pas notre argent, pas la vision, c'était quelque chose de complètement, on va dire, secondaire, voire tertiaire, voire, franchement, oui, enfin, t'es gentil avec ta vision, mais sois sûr que tu paies les intérêts et explique-nous pourquoi on ne doit pas récupérer tout l'argent aujourd'hui et renvoyer tout le monde, quoi. Des discussions concrètes que j'ai eues. Et donc, de fait, au bout d'un moment, j'ai compris très vite que la logique de pousser notre vision à terme allait être compliquée vu le contexte et vu les circonstances qu'on avait derrière. Donc, on est parti dans une logique où il fallait trouver un acquéreur. Et la réalité, c'est que 80% du marché se trouvait en Chine et en Asie. 80% de la croissance, mais la moitié du marché se trouvait en Asie. Donc, c'est pour ça qu'on a fini par vendre à un groupe chinois. Et ça faisait un peu plus de 4 ans, voire 5 ans que j'étais en Allemagne, que je poussais ce groupe. Ma première responsabilité était vis-à-vis des employés, donc c'est pour ça que je n'ai pas quitté le groupe juste après l'avoir vendu. Je suis resté 1 an justement pour faire en sorte que la transition et le handover se passent de manière raisonnable, concrète, et que ceux qui veuillent rester avaient une place raisonnable où ils pouvaient rester, et que les attentes des investisseurs et des acquéreurs soient aussi tenues. Mais si tu me dis, ce n'était pas l'ambition de ma vie de gérer un groupe de jeux vidéo ad vitam aeternam et de travailler pour un autre groupe, un groupe chinois, mais pour tout le respect que j'avais pour eux et pour le fondateur du groupe chinois, c'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Donc je pense que je m'étais acquitté de mes responsabilités, premièrement vis-à-vis de mes équipes, secondement vis-à-vis de nos joueurs. Les jeux n'avaient pas disparu, ils pouvaient continuer à jouer.
Et même troisièmement, vis-à-vis des acquéreurs, de telle sorte qu'ils avaient un groupe qui générait des profits, qui était stable et qui voulait continuer à gérer. Mais il faut savoir aussi à un moment, encore une fois, quel sens tu veux donner à ta vie. Il y avait plein d'autres considérations qui étaient importantes pour moi, dont la Tunisie, dont l'investissement, et plein de domaines où je trouvais des enjeux qui étaient encore plus importants que ce que je faisais au niveau du jeu vidéo. Et justement, cette rupture-là, elle est facile à vivre ou pas? Quand Non, on se retrouve en train de gérer des équipes assez conséquentes et du jour au lendemain, on ne le fait plus, comment est-ce qu'on vit ça? C'est tout sauf facile. C'est la seule fois où j'ai eu à faire un discours où ma voix a craqué, en fait, lorsque j'ai dit au revoir à mes équipes. Parce que ça faisait 5 ans, beaucoup des personnes qui étaient devant moi m'avaient suivi, m'avaient cru, avaient déménagé parfois, avaient changé de lieu et de vie pour toute leur famille. Donc ça a été extrêmement dur à vivre. Extrêmement dur à vivre. Je suis encore émuré d'y penser, mais c'est, comme toutes les choses dans la vie, c'est pas évident. Mais après, il y a aussi une dose de liberté qui est incroyable. 5 ans de ta vie, 5 ans en Allemagne, j'avais que ça dans ma vie. Même mes amis ne me voyaient plus. J'ai perdu beaucoup de poids. Mes parents étaient encore plus inquiets que lorsque j'étais en banque, c'est pour dire. Oui, non, c'est une rupture, c'est une transition. C'est jamais évident, mais c'est important de le faire. Et en fait, ensuite, après avoir quitté ça, tu as retrouvé un petit peu ta liberté en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que tu t'es décidé vraiment de te lancer totalement dans les investissements, où il y a eu une période de transition entre les deux, où tu t'es tâté un petit peu pour savoir ce que tu allais faire? Non, je réfléchissais à ce que j'allais faire même avant de quitter BigPoint. Enfin, tu vas en groupe, tu commences à réfléchir, il y a des gens qui te contactent, et je réfléchissais justement à retourner dans l'opérationnel, à potentiellement quelque chose. La réalité, c'est que j'ai jamais vraiment arrêté d'investir. Lorsque j'ai géré BigPoint, j'en ai fait que quelques-uns, c'était des amis d'amis. Mais lorsque j'ai vendu BigPoint, j'ai recommencé à investir parce que je ne pouvais pas arrêter. Enfin, je rencontrais des gens intéressants qui travaillaient sur des sujets qui étaient importants à mon sens. Et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouissais et qui me plaisait. Après, que j'en fasse mon métier à temps plein, j'étais loin d'être convaincu. La logique du fonds d'investissement ou du VC ne m'était pas forcément évidente. Je voyais des problèmes et des écueils dans la manière de travailler en tant que venture capitaliste qui ne me plaisait pas. Et donc, la logique que j'essaie de prendre, c'est d'investir à ma manière, d'accompagner les entrepreneurs à ma manière et de trouver mon sens et mon fulfillment de cette manière-là. Et c'est ce qui s'est fait, donc j'ai pas arrêté en fait. Le jour où j'ai quitté BigPoint, je continue à faire des investissements et surtout je continue à assister et accompagner les entrepreneurs dans lesquels j'avais investi. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on te proposait un poste dans l'opérationnel, tu accepterais à nouveau ou pas? C'est pas si, ça arrive souvent et la réponse est non. Enfin, en tout cas, il faut pas dire jamais, mais dire mon autonomie et mon indépendance sont des choses qui comptent énormément pour moi. Tu n'aurais pas un projet qui pourrait éventuellement comme ça te faire réfléchir un petit peu? Potentiellement, mais il y aurait beaucoup à faire. Enfin, là, j'ai quand même des engagements qui comptent énormément pour moi, qui sont vraiment sérieux. C'est pas des choses que je prends légèrement. Et donc, de fait, je sais, l'opérationnel a ceci de spécifique qui requiert l'exclusivité aussi. Donc, si je prenais un rôle opérationnel qui me forçait à l'exclusivité, il faudrait que je dise au revoir au fonds souverain arménien. Je dise à tous les investissements, les entrepreneurs auxquels j'ai fait qui s'attendent à mon soutien que je ne vais plus pouvoir être aussi disponible. La barre est haute, on va dire. La barre est haute, c'est-à-dire qu'il y en a. Je ne dirais pas encore une fois que c'est impensable. Mais il y a beaucoup à faire. Et puis ça requiert aussi de réfléchir à qui il y a derrière, parce qu'à moins que ce soit mon propre projet, encore une fois, je sais à qui en tenir. La perspective de rejoindre des investisseurs pour essayer d'accompagner leur projet juste pour qu'ils puissent faire un tour financier, non. À moins que je me fasse attraper par un bus lorsque je sors et que je tombe la tête première et qu'il y a quelque chose qui change ici, non. Ça risque pas d'avoir lieu. Alors aujourd'hui, tu accompagnes donc pas mal de startups. Selon toi, quel est le principal défi dans cet accompagnement? Quels sont pour toi, comment est-ce que je pourrais mieux poser la question? Quand tu vas accompagner ces jeunes start-upers ou des start-upers confirmés, quels sont les problèmes les plus récurrents qui viennent à toi et comment tu y fais face? C'est assez idiosyncratique en fait. Les problèmes ne sont jamais vraiment les mêmes. Ça va dépendre bien évidemment du secteur, de la maturité de l'entrepreneur. Enfin, si c'est la première entreprise, si c'est la 4e ou 5e. C'est pas pareil? Rien à voir. Les logiques et les enjeux ne sont pas les mêmes. Après, il y a des choses qui reviennent. Enfin, typiquement, les logiques produits, réfléchir à comment monter son équipe, comment réfléchir au produit, quelles décisions prendre,
les logiques de distribution, quel est le go-to-market, how to get to product market fit, how to build like a distribution team, les logiques de ressources humaines, comment réfléchir au recrutement, à la formation, à la gestion des équipes, à la tension qui va s'opérer entre le produit, la distribution, finance. Une fois que ça commence à scaler, la priorisation, la communication, qui prend quelle décision et comment arriver à faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions au bon moment. La gouvernance, justement comment construire un board, comment gérer les relations entre cofondateurs, comment gérer les relations avec les investisseurs, comment gérer les conflits d'intérêts, comment gérer le misalignment between objectives. Tous ces enjeux-là rentrent à un moment ou à un autre. En fait. Après, j'essaie vraiment d'être plutôt en pull qu'en push. Donc, c'est-à-dire que j'attends plus que ce soit l'entrepreneur qui vienne vers moi et qui me dit j'ai besoin de ton soutien. À part si justement je vois quelque chose qui va vraiment être problématique à mon sens et qui a besoin que l'on en discute maintenant et que l'on prenne à partie maintenant. Donc, ça arrive parfois, d'ailleurs, mais j'essaie de garder en présence d'esprit que je suis investisseur minoritaire, non exécutif, donc ma perspective et mon opinion restent limitées et d'une certaine manière superficielle dans la mesure où elle n'est pas ancrée dans l'opération de l'entreprise. Donc de fait, je donne des conseils ou je donne ma perception et parfois je suis assez direct et assez dur parce que dans le passé, j'ai réalisé que d'être un peu plus prudent a fait en sorte que les entrepreneurs n'ont pas forcément écouté, ce qui a amené par la suite parfois à des problèmes assez importants que je regrette bien évidemment après coup. Mais de toute façon, la décision est toujours dans les mains de l'entrepreneur. Mais par exemple, il y a eu un cas où une entreprise dans laquelle j'ai investi il y a quelques années, où j'avais vu un sujet ou un problème qui, à mon sens, allait avoir lieu, et j'ai essayé d'être didactique et pédagogique avec les cofondateurs en leur disant, à mon sens, votre structure là ne marche pas pour X, Y, Z raison, et ça va mener à ces problèmes-là. Et il y a un mois, le groupe se porte très très bien, une taille extraordinaire. Ça a dépassé de nos attentes, mais le dirigeant m'a appelé, tout ce que tu nous avais dit, ça a eu en fait. Donc là, on a tous ces problèmes à gérer. Et donc j'ai besoin de toi. Donc, tu vois, par exemple, sur 3 dernières semaines, tous les jours, j'ai des calls avec son équipe, etc., pour essayer de prendre en main ce sujet, de voir comment on peut résoudre ces problèmes organisationnels et opérationnels. Surtout que là, ils ont levé énormément d'argent avec des fonds qui ont des attentes très importantes, donc ça requiert pas mal de temps. Mais écoute, ça fait partie d'un jeu. Je me plante aussi parfois, quoi. Mais ça fait aussi partie de la manière dont tu rentres en relation et tu travailles avec l'entrepreneur. C'est aussi la logique de confiance est importante et la logique de... Les décisions doivent toujours être dans les mains de l'entrepreneur. Les investisseurs doivent vraiment comprendre ça. Le jour où vous essayez de pousser une décision, vous essayez de forcer une décision dans les mains de l'entrepreneur, vous avez un peu oublié la logique dans laquelle vous vous trouvez. Et la confiance se brise en quelque sorte. Pas que se brise, c'est les mauvaises décisions. Enfin, c'est avoir l'ego ou en fait l'ambition de croire que l'on peut prendre une décision sans avoir aucune perspective sur les opérations du groupe ni sur les équipes est complètement illusoire. À moins d'avoir une chance et d'avoir encore une fois être brillant, ce qui peut arriver parfois, mais c'est une démarche qui à mon sens ne peut que mener à terme à l'échec. En fait. Je suis sur quelques boards avec des investisseurs, je passe aussi pas mal de temps à essayer de leur rappeler ça. En fait. Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions opérationnelles au board ? Notre objectif c'est de fixer les enjeux, fixer les stratégies, pushback sur les points sur lesquels on pense qu'il y a des soucis. Mais lorsque l'un des investisseurs commence à dire oui, je pense qu'on devrait faire ça dans cette équipe, je lui fais t'as passé du temps avec les équipes, tu sais qu'ils sont mollo. On a une équipe de managers. Je préfère à la limite qu'ils disent on doit renvoyer le management et changer de management que commencer à prendre des décisions personnelles. D'ailleurs, ce que j'ai dit à mes investisseurs lorsque j'ai Bitcoin, parfois ils me disaient tu devrais faire ça, je fais non, tu peux me renvoyer, mais tu peux pas me dire de faire ça. Et si tu penses que c'est la mauvaise chose à faire et que je suis plus apte à gérer l'entreprise, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas rentrer dans une logique où le board commence à me dire tu arrêtes ce projet-là, non. On décide ensemble de la stratégie, de la direction, mais tant que vous me donnez la confiance pour être responsable de la partie opérationnelle du groupe, c'est moi qui prendrai les décisions au niveau opérationnel. Si tu devais donner aujourd'hui certains conseils à des jeunes start-upers ou des jeunes start-up ici en Tunisie ou même dans le monde qui souhaiteraient aller voir des investisseurs, quelles seraient les choses idéales à faire quand on va voir un investisseur et les choses à ne pas faire surtout? Être prêt. Donc, être prêt, c'est-à-dire vraiment avoir il faut connaître son produit, son marché, ses utilisateurs, son domaine mieux que tout le monde. Pas juste avoir une ébauche de concept, une ébauche de projet, ne même pas savoir dans quoi l'argent va être utilisé. En fait.
il y a une approche où en fait les gens tournent un peu le problème de la mauvaise manière. C'est un peu comme il faut sortir de la logique scolaire. C'est genre il y a plusieurs trucs à faire, il faut les faire étape par étape. La première chose, c'est de comprendre ce que vous voulez faire. Quel projet il faut que vous trouviez. Limite, commencer à avoir un prototype ou une ébauche de projet sur laquelle vous travaillez. Ensuite, de comprendre pourquoi vous avez besoin d'argent, combien vous avez besoin d'argent, et pourquoi les investisseurs devaient prendre le risque de mettre l'argent dans votre projet. Et investir le temps vraiment de comprendre et d'articuler cette histoire et d'articuler cette vision et d'articuler ce projet et de répondre aux questions, on va dire, primaires que les investisseurs vont se poser. Et ça, toute la littérature est disponible en ligne. Y Combinator a fait un travail assez extraordinaire justement sur la Startup School où toutes ces questions-là et tous ces sujets-là sont disponibles. Donc il n'y a même pas d'excuse en fait de ne pas avoir fait ce travail-là si ce n'est que la procrastination ou laziness, enfin, d'être fainéant. Donc faire vraiment ce travail en amont, avoir vraiment une position très claire sur ce que vous voulez faire et ensuite d'approcher les investisseurs avec une approche très concrète. Pas un email de 50 pages ou un deck de 72 slides, mais vraiment, c'est ça notre projet, c'est ça notre équipe, c'est ça pourquoi on a besoin d'argent. Et on pense que vous pouvez être un investisseur pertinent pour X, Y, Z raisons. Et parfois, les investisseurs ne répondront pas. Parfois, je ne réponds pas aussi parce que j'ai pas mal d'autres choses qui se passent et je reçois beaucoup d'emails. Mais j'essaie quand même de répondre au bout d'un certain moment, si c'est même pour dire non et dire pourquoi non. Et les gens, généralement, reviendront vers vous. Si vous faites ce travail et si vous êtes assez discipliné, généralement, ça mènera à quelque chose. Et en dehors de ces raisons-là, qu'est-ce qui te pousserait, toi, à refuser d'investir dans un projet? Plein de choses. Enfin, déjà, j'ai des critères assez spécifiques sur ce dans quoi j'investis. Enfin, pour la Tunisie, c'est une composante différente, parce que maintenant, on a une logique de fond dans laquelle on veut vraiment backer des entrepreneurs tunisiens de quelque manière que ce soit. Mais dans ma logique d'investisseur en tant qu'angel, j'avais des domaines ou des thèses que je suivais très spécifiquement. Donc, la première raison pour laquelle je disais non, c'est que ça ne rentrait pas dans les thèses que je suivais. Il faut être focalisé d'une certaine manière en tant qu'investisseur, sinon on commence à faire un peu tout et n'importe quoi. Après, ça peut être un gap trop important entre l'ambition de l'entrepreneur et les compétences ou la brillance visible à l'œil nu. Et ça n'a rien à voir avec le background ou l'école. J'ai investi dans plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas fait d'école, qui ont quitté le lycée en cours de route. C'est pas le sujet. Mais il faut avoir, parce que quand on investit au lycée, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire qui sorte en fait. Surtout si l'ambition est vraiment importante. Après, qu'il n'y ait pas une ébauche ou une impression de business model qui vienne derrière, et alors que le produit ou le service n'est pas complètement différencié. Donc, encore une fois, c'est des copycats, généralement je passe. Il y a plein de raisons. Après, pas d'affinité avec l'entrepreneur ou une difficulté de discussion avec l'entrepreneur parfois. Parce que ça doit pouvoir être du sparring en quelque sorte. On peut avoir une discussion où on a l'impression que les deux parties évoluent dans leur compréhension du sujet et du domaine. Mais généralement, parfois, c'est pas le cas. Parfois, je vois ça aussi assez souvent, pas qu'en Tunisie, où les entrepreneurs n'ont pas fait la différenciation entre vouloir réussir et vouloir avoir raison. C'est deux choses intrinsèquement différentes en fait. Et ça, on rentre encore une fois dans le scolaire. Parfois, lorsque je parle à des entrepreneurs, les entrepreneurs viennent avec une logique de démontrer leurs points, mais en fait, il n'y a pas de discussion. C'est un monologue où, en fait, avant même d'écouter ce que je vais dire, ou de se poser la question de ce que je vais dire, ils vont essayer de me démontrer que j'ai tort. Je peux très bien avoir tort, grand bien leur face, mais ça, j'ai décidé d'arrêter d'investir dans ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Et secondement, de manière empirique, j'ai vu que ça menait rarement à des succès importants. Parce que même les entrepreneurs qui, a priori, je connaissais qui avaient des égos assez importants, genre Travis de Uber, lorsque j'avais des discussions avec lui et que je sortais un point qui était pertinent pour lui, il avait la flexibilité intellectuelle de pouvoir passer sur le point, parce qu'il n'était obstiné que par une chose, c'était de réussir. Donc si Travis est prêt à faire ça, je pense que les autres entrepreneurs peuvent aussi le faire. Donc il faut vraiment arriver à faire ce gap. Sortir du fait, il faut être obsédé par la réalisation de la vision, pas obsédé d'avoir la certitude d'avoir raison sur les idées préacquises que l'on a. C'est important d'avoir de la conviction dans ses idées, mais avoir l'humilité de pouvoir changer ses idées si on réalise au fur et à mesure qu'elles ne sont pas forcément justes ni viables. Et comment est-ce qu'on crée une vision, justement? Enfin, comment est-ce qu'elle arrive, cette vision-là, chez un entrepreneur? Beaucoup d'entrepreneurs ont le mauvais réflexe. Moi, je l'appelle mauvais, mais je peux avoir tort, hein. C'est d'avant de se lancer dans un projet, ils pensent au volet financier, au gain, avant d'avoir une vision. Et cette approche, je la trouve, moi, totalement... c'est un non-sens pour moi. Et donc, toi, tu parlais de vision, justement. Comment est-ce qu'on pourrait
la nourrir, cette vision-là, ou la voir, ou la trouver? Je pense pas qu'on peut faire l'économie d'une vision, mais ça, pour le coup, j'ai évolué ma réflexion sur le sujet, dans le sens où avant, j'étais peut-être un peu trop dogmatique, dans le sens où je rencontrais un entrepreneur, il n'y avait pas de vision, j'étais un peu, bon, non. Alors en fait, j'ai réalisé qu'après coup, en fait, les gens, de la même manière que les investisseurs sont différents, les entrepreneurs sont différents. Il y a des entrepreneurs qui sont habités et animés d'une vision préhantée en quelque sorte, ou en fait, qui les anime et qui va les pousser justement à résoudre tous ces problèmes. Et il y a d'autres entrepreneurs qui sont juste des constructeurs, qui sont juste des builders, qui ont ce besoin de créer, de fabriquer des choses et qui ne peuvent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Et la réalité, c'est que la vision peut aussi arriver après coup. Et il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je pense que le timing de la vision peut arriver après. Mais ça requiert une barre, encore une fois, qui est beaucoup plus importante, dans la mesure où vraiment les capacités de construction de produits, de services, de construction d'équipes doivent déjà être là et le niveau d'attente va être supérieur. De mon côté, si j'en rencontre quelqu'un, il faut vraiment que je sois... clairement, j'ai investi dans une entreprise il y a quelques mois qui s'appelle Gilgredit à San Francisco. C'est une entreprise qui faisait des cartes de crédit pour des marques. Un des entrepreneurs dans lequel j'ai investi me dit il faut que tu les rencontres. Je lui dis ça ne m'intéresse pas du tout. Il me fait fais-moi confiance, ces deux entrepreneurs-là vont te faire péter un câble, il faut que tu les vois. Et je rencontre l'un des entrepreneurs et il commence à me parler de ce qu'il voulait faire de son background. Au début, le domaine ne m'intéressait pas. Et lorsqu'il commence à m'expliquer la manière dont il construisait, en 5 minutes, je savais que j'allais investir. Sa capacité à déconstruire des systèmes, à déconstruire un problème dans ses considérations les plus basiques et d'arriver à tout combiner, j'ai revu ce que j'avais vu avec Garrett au niveau du beurre en fait, et ce que l'on voit très 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 rarement. Mais pas simplement au niveau théorique, mais aussi au niveau concret. Il est arrivé à déconstruire tout le système des cartes bancaires, de telle sorte qu'il avait 178 cartes de crédit qui lui permettaient de voyager sans rien payer depuis 6 ans en fait. Et en fait, cette capacité à vraiment avoir un système complet, de le décomposer sur tous ces éléments les plus basiques et les plus primaires et d'arriver à reconstruire un système, c'est extrêmement rare. Donc c'est possible de commencer sans une vision qui soit complètement industrielle et macroéconomique et qui prenne en compte et en considération toutes les conséquences au premier, deuxième, et troisième et quatrième degré. Mais je pense qu'elle doit arriver à avoir lieu à un moment. Et une fois que je l'ai poussé, lui et ses cofondateurs, Michael et Scott, par la suite, j'ai compris aussi qu'ils avaient quand même une ébauche de vision qui allait pouvoir arriver à terme. Je pense qu'il ne faut pas en faire l'économie, mais je pense qu'il faut aussi savoir être patient si elle n'est pas forcément très claire, ni complètement articulée au day one. En fait. Je pense que ça peut arriver par la suite, à partir du moment où on a un unfair invest, d'une certaine manière, où on a une compréhension du domaine, du secteur de la technologie, ou du marché qui est bien au-delà de ce que le reste des compétiteurs. Merci beaucoup. Je t'en prie.